Les papiers que je t'ai forwardés récemment, tu regardes que la vitamine D, elle permet de traiter, d'augmenter les interférons de type 2, de type 1, parce que je t'explique que aussi, ce qui se passe, c'est que le récepteur AT1R, quand il est suractivé, il te dézingue en fait des cellules natural killer et il te provoque donc une neutrophilie, une lymphocytopénie, mais ça fait chuter aussi la production d'interférons de type 1. Et c'est toute une famille d'interférons qui ont des effets bénéfiques. Hein. Les interférons de type 1, c'est très bénéfique, comme l'interféron alpha, puis toutes les interleukines, ça te fait chuter ces trucs-là. Et le macrophage dans tout ça, donc, qui est surstimulé par le système rénigiotensin Oui, dans le cadre du virus, mais a priori dans le cadre de maladies auto-immunes aussi, etc. oui, Ça passe vraiment par le fait, si j'ai bien compris, de enfin, quand ça déconne, il faut faire fonctionner la contrebalance avec oui, le. c'est ça. Tu peux réexpliquer ça? Oui, oui. Il faut en fait, il faut s'opposer à la suractivation de l'AT1R. Et pour s'opposer à la suractivation en AT1R, bah, tu as plusieurs moyens. C'est de prendre des molécules qui sont des inhibiteurs du système réninangiotensin, comme la vitamine D, comme la thymoquinone, comme la mélatonine, comme ce sont des freins du système réninangiotensin, donc ça s'oppose aux effets délétères du virus, quoi, de AT1R suractivé. Donc, grosso modo, pour la masse, pour les gens de la masse, toi, tu dis que ce système rénine-angiotensin, il intervient dans énormément de maladies, qu'elles soient virales, bactériennes, mais aussi le cancer, etc., parce que ça intervient dans le fonctionnement du corps. Du corps Enfin, humain, oui. ça fout en l'air le fonctionnement. C'est ça. Une attaque Alors, de ce système-là. après c'est pas tous les virus, parce que là, on parle de virus qui touchent le système réninangiotensin. Ça dépend de la cible du virus, parce qu'ils ne ciblent pas tous les mêmes récepteurs. Donc, tu as des virus qui ne ciblent pas le système réninangiotensin et qui tuent simplement les cellules. Donc, ça dépend aussi de. Mais les coronas, tu m'as dit, ça cible le système. Ah, les coronas, oui, enfin, on connaît beaucoup de virus. C'est simple, les coronas, donc le SARS-CoV, donc le SARS-CoV-1 de l'épidémie de 2002, le MERS-CoV de l'épidémie de 2012, ou le SARS-CoV de l'épidémie de 2019, eh ben, ils agissent, le chat, hein, c'est un coronavirus aussi, hein, c'est un alpha-coronavirus, ça agit sur le système réninangiotensin, mais ça ne cible pas les mêmes récepteurs. Ça va cibler par exemple le récepteur ECA2, il y en a d'autres qui vont cibler le CD26, c'est le cas justement du MERS-CoV. Le virus de la pif, le coronavirus du chat, lui, il cible le récepteur APN, le CD13, mais le CD13, il est aussi impliqué dans le système réninangiotensin, puisque lui, il dégrade l'angiotensine 3 en angiotensine 4, et l'angiotensine 3, elle se fixe sur AT1R, elle est capable de suractiver AT1R comme l'angiotensine 2. Donc, en fait, il faut regarder les pontages entre les systèmes. Et ces systèmes sont liés, parce que le système rénine-angiotensin, aussi, quand il est suractivé, il fait produire de l'aldostérone. Et l'aldostérone, c'est impliqué dans la vasoconstriction. C'est couplé au système kinine-calicréine. Donc la bradykinine, elle est aussi impliquée dans le système. Ça agit aussi sur la vasoconstriction. Donc, c'est quoi la bradykinine? Ça n'a aucun rapport avec l'hydroxychloroquine. à un moment, ils ont publié une connerie. Ils ont vu qu'il y avait que ça affectait l'homéostasie à la bradykinine. C'est-à-dire que le taux de bradykinine était complètement changé chez des gens qui avaient un Covid sévère. Et donc, ils se sont dit, ben, la bradykinine, c'est elle qui est responsable des maladies Covid. Mais non, en fait, c'est parce que c'est induit. En fait, la bradykinine, elle est dégradée par le récepteur ECA, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, et elle est transformée en peptide inactif. Mais le récepteur ECA, il fait partie du système réninangiotensin. Donc, le système kinine-calicréine, justement, où il y a la bradykinine au milieu, eh ben, elle est aussi sous la dépendance, elle est aussi contrôlée par le système réninangiotensin. Parce qu'il y a un des récepteurs de dégradation qui intervient dans son système. Donc, tu as plein de systèmes, si tu veux, qui sont imbriqués. Donc, quand tu touches un système, ça peut toucher d'autres systèmes aussi. Donc, toi, ta réflexion, elle est systémique, elle concerne un fonctionnement, en fait, de l'organisme, on va dire, pour parler simple, c'est ça. Elle est pas, parce qu'on parlait tout à l'heure des virologues qui ont une façon de penser, Alexandre Riancourt qui en a une autre. Tu disais que c'était difficile de faire le lien entre les deux. Oui, parce qu'il faut regarder de près, en fait, c'est de la physiologie humaine, hein, il faut savoir, en fait,
ce qui pilote les organes, le C'est système ça. qui pilote Donc on les parle de organes, les fonctionnement. voies de signalisation qui sont activées, c'est du fonctionnement. Après, bon, la génétique, c'est autre chose, et la virologie, c'est autre chose, parce que ça s'intéresse au virus qui peut tuer des cellules, etc. Et c'est pour ça que les deux sont mélangés, parce que le virus SARS-CoV, il peut aussi tuer des cellules, parce que quand il les infecte, quand il se reproduit, il peut lyser des cellules. Donc, il y a les deux phénomènes qui existent en parallèle, mais c'est pas lui c'est pas lui qui directement en fait provoque les maladies Covid, parce qu'il peut dégommer une cellule épithéliale, etc. Mais il dérègle le système. C'est ça. Et un jour, Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs phénomènes, si tu veux, qui sont concomitants. Et donc le truc, c'est de savoir en fait. Les virologues vont penser que c'est parce que le virus va tuer cette cellule qu'il va provoquer des maladies Covid. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ces maladies Covid, même en absence de virus, elles peuvent apparaître chez quelqu'un complètement en dehors d'une infection virale, simplement si tu fais dysfonctionner le système. Et Ça a le été Covid démontré. le fait dysfonctionner de par le fait que les anticorps facilitants, si j'ai bien compris, tu peux réexpliquer ça, les anticorps Oui, facilitants? alors ça c'est différent. Ouais. Elle le fait dysfonctionner pas via les anticorps facilitants, elle le fait dysfonctionner parce que la protéine spike se fixe du virus, hein, donc vaccinal ou viral, se fixe sur le récepteur ECA2 qui fait partie du système rénine-angiotensine. Donc en se fixant sur ECA2, elle empêche la dégradation justement d'angiotensine 2, qui elle va être en excès et va suractiver le récepteur ATAR, qui est lui est le récepteur délétère. C'est celui qui est pro-inflammatoire, qui est pro-oxydant, qui est pro-hypertenseur, qui est pro-fibrosant, pro-hypertrophiant, qui fait chuter la production de monoxyde d'azote, qui est pro-hypoxique, pro-angiogénique. Pro-angiogénique, c'est lié aux tumeurs. Parce que le système rénine-angiotensine, il est impliqué aussi dans la différenciation et la multiplication cellulaire. Et dans les cancers, c'est les cellules qui se multiplient à tout va. Pour augmenter une tumeur, pour accroître une tumeur, il faut qu'elle soit vascularisée. Donc comme elle contrôle, elle a un effet pro-angiogénique, elle favorise la vascularisation des tumeurs, donc le grossissement des tumeurs. Par son action sur la différenciation cellulaire, elle peut faire déconner aussi des cellules qui se mettent à proliférer, elles peuvent lancer un cancer. Donc elle est au centre de plein de pathologies, quoi. Pathologies auto-immunes, les pathologies cancéreuses, et tout le bazar, quoi. Alors en fait, par exemple, quand il donne des traitements, par exemple, mettons quelqu'un qui a un problème de thyroïde, Oui. Avec un traitement, on contrebalance, mais de façon très localisée uniquement sur la thyroïde. Et d'ailleurs, le Covid provoque des hyperthyroïdites, les thyroïdites d'Hashimoto, là. C'est un des effets délétères possibles de ATAR suractivé. Donc là, après, tu prends un médicament, là c'est hypothyroïdie, tu prends du lévothyrox, en fait c'est de la thyroxine, lévothyrox. Donc tu compenses, si tu veux. Mais il y a eu des effets secondaires. Oui, parce que Merck avait changé la formulation. Ils avaient changé la formulation et du coup, tu avais les gens qui étaient traités par le lévothyrox, le truc marchait pas bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'en prenant de la vitamine D, tu fais mieux fonctionner ce système. Et des gens même qui ont des thyroïdites d'Hashimoto, donc des hypothyroïdies, il faut bien qu'ils calculent le médicament qu'ils prélèvent, parce que s'ils sont vraiment fortement supplémentés en vitamine D, petit à petit, leur thyroïdite d'Hashimoto, elle devient moins sévère. Et donc, ils ont besoin de moins de lévothyrox. Ils ont besoin de moins de thyroxine, parce que la vitamine D, elle aide à réguler les systèmes. C'est-à-dire, quand on a un bon taux de vitamine D, on régule les systèmes, on permet de façon globale, parce que ça agit un peu partout. Et d'ailleurs, toutes les cellules ont des récepteurs à la vitamine D, y compris toutes les cellules immunitaires, que ce soit l'immunité innée ou l'immunité adaptative acquise, c'est-à-dire que tous les monocytes, macrophages, toutes les cellules dendritiques, les granulocytes, les mastocytes, les cellules NK, les lymphocytes B, les lymphocytes T, ils ont tous, que ce soit des CD4 auxiliaires, des CD8 cytotoxiques, ils ont tous des récepteurs à la vitamine D. Et le récepteur à la vitamine D les fait fonctionner, c'est-à-dire que
une activation de lymphocytes, elle ne va pas à son terme s'il n'y a pas de vitamine D. C'est le carburant. Alors, C'est attends. comme une bagnole de course, si tu ne mets pas d'essence, elle ne marche pas. Et ben, la vitamine D, c'est l'essence que tu fous dans la machine. C'est pour ça qu'il faut que tu aies un taux de vitamine D qui soit suffisamment élevé, parce que le lymphocyte va piocher dans le milieu le calcitriol. Il va piocher en fait la forme active de la vitamine D, qui est la forme 2 fois modifiée de la vitamine D. C'est la 1-alpha-25 dihydroxyvitamine D3. C'est ça le calcitriol. Et c'est ce qui est reconnu par le récepteur de la vitamine D qui est à la surface enfin, qui n'est pas à la surface de ces cellules. Il est en fait intracellulaire. Le récepteur à la vitamine D, il est intracellulaire de façon étonnante. Il n'est pas à la surface des cellules. Mais il peut faire le... Mais par contre, il rentre. Il est à la surface, donc la vitamine D agit donc sur le récepteur à la vitamine D. Ça se couple à un autre récepteur qui s'appelle le récepteur rétinoïde X, et ça permet une translocation dans le noyau cellulaire, et c'est couplé à des facteurs de transcription qui activent, qui répriment des gènes. Et ces facteurs de transcription, ils marchent très souvent avec du zinc. C'est pour ça que dans les traitements Covid, on rajoute 25 mg de zinc en plus, parce que tu as toute une famille de métalloprotéases à zinc, tu as une famille de 300 enzymes qui ont été caractérisées, qui utilisent comme cofacteur le zinc. S'il n'y a pas de zinc, elle ne marche pas. Et pourquoi on nous parle de la vitamine K2 avec la vitamine D? Alors la vitamine K2, c'est très bon. Alors avec la vitamine D, c'est très bon. Parce que la vitamine K2, comme son nom ne l'indique pas, elle n'est pas directement impliquée dans la coagulation. C'est la K. C'est la K1, parce que ça vient justement de l'allemand, coagulation, c'est la vitamine K, c'est coagulation. Mais la K2, c'est pas la coagulation. Elle gère l'homéostasie calcique. C'est-à-dire que la vitamine D, en fait, elle permet une prise de calcium et de phosphore au niveau d'intestin. Et la vitamine K2, elle gère le calcium dans l'organisme, la répartition du calcium. Et notamment, quand on prend des fortes doses de vitamine D, les effets secondaires de la vitamine D, quand on dépasse des concentrations très très élevées, 650 nanogrammes de calcidiol par ml, les effets secondaires, c'est des dépôts de calcium sur les tissus mous, c'est apparition de calculs au rein, etc. Et la vitamine K2, justement, empêche les dépôts de calcium sur les tissus mous. C'est-à-dire que elle protège en quelque sorte des effets délétères que pourrait avoir la vitamine D à très très forte dose, mais vraiment à des doses qui sont très très difficiles à atteindre. C'est-à-dire que même en voulant être en hypervitaminose D, on aurait du mal. Il faudrait se supplémenter chaque jour avec des doses faramineuses de vitamine D pour pouvoir atteindre une dose très élevée avec des dépôts de calcium sur les tissus mous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme humain, il a son propre système de régulation de la vitamine D. Notamment, il a une enzyme qui s'appelle une 24-hydroxylase, qui est capable d'hydroxyler en position 24, donc soit la vitamine D3, soit le calcidiol, etc., et de l'inactiver. C'est-à-dire qu'elle est capable de neutraliser la vitamine D en cas de gros excès. Mais ce gros excès, on ne le voit jamais. Il faudrait vraiment prendre une ampoule de vitamine D pendant des semaines et des semaines pour s'approcher de la dose. Ah oui.